Simon Vouet, c'est le Rubens français, mais un Rubens à demi oublié qui serait resté dans une semi-obscurité appréciée seulement par les connaisseurs. Espérons que les expositions Vouet, qui arrivent à San Francisco d'abord et ensuite au Petit Palais, vont mieux faire connaître et aimer l'art de celui qui fut le rival de Poussin. Rien que ça, nous allons le voir. L'art de Vouet part du Caravage, de Manfredi, de Gentileschi et du Valentin, pour évoluer après son retour à Paris en 1627 vers un baroque à la française. Un baroque à la française qui se situe quelque part entre le brio et la sensualité de Rubens et la monumentalité et les contrastes d'échelle de Lanfranco et des Caraches, surtout des Caraches. Les compositions de Vouet, comme celles de Lanfranco et des Caraches, sont déterminées par la réforme catholique, avec un monde supraterrestre toujours prêt à surgir et à illuminer les sujets. Le retour de Vouet à Paris en 1627 va infléchir le cours de la peinture française. Depuis un siècle et les travaux de Louis Dimier, on sait que le retour de Vouet ouvre une nouvelle période de la peinture française. On ne peut en effet souligner assez l'importance de Vouet. Il fut une sorte de parrain, si vous me passez le terme, de la peinture française des années 1630, influent et autoritaire, un parrain au pouvoir qui a fini par être contesté au cours des années 40, 1640. Comme Rubens à Anvers, Vouet à Paris est à la tête d'un immense atelier qui impose à toute la peinture française un style puissant, dynamique et sensuel. Et comme personne ne peut échapper au modèle rubénien dans les Flandres dans les années 1620 et 1630, eh bien dans le Paris des années 1630, tous les artistes sont marqués à des degrés divers par le style impérieux de Vouet. C'est un style qui peut être qualifié, je le pense, de baroque à la française. Né en 1590, Simon Vouet est fils de peintre et formé à la peinture par son père, Laurent Vouet. Simon Vouet était un enfant prodige, dont le talent fut très vite remarqué. En particulier son talent de portraitiste, ce qui lui a valu très précocement de hautes protections et aussi des voyages, un voyage en Angleterre pour peindre le portrait d'une dame de qualité, un autre, plus exotique, à Constantinople. Et oui, 1611-1612. Il est encore tout jeune et il va dans la suite de l'ambassadeur de France, Achille de Harlay, baron de Sancy. La loi coranique interdisant la représentation humaine, Simon Vouet va observer attentivement le sultan ottoman, puis en faire un portrait de mémoire très ressemblant, un tour de force. On aimerait beaucoup d'ailleurs retrouver ce portrait qui a disparu. De retour de Constantinople, Simon Vouet a d'abord séjourné à Venise, puis il s'est installé à Rome. Et à Rome, il s'est fait peu à peu connaître par ce talent de portraitiste. On peut l'apprécier dans un beau tableau qui est aujourd'hui au Louvre, le portrait de jeune homme, qui a une grande intensité d'expression. C'est ce qu'on peut remarquer aussi, la belle facture des chairs, regardez, tableau qui est daté vers 1618, l'un des plus précoces connus de Vouet. Même si la touche, vous le voyez sur le collet, eh bien cette touche est encore pesante. Vouet se distingue aussi par son esprit et par sa culture. Il l'a acquise lui-même, cette culture, mais elle lui a permis de s'attirer la bienveillance de hauts personnages amateurs d'art, comme Cassiano del Pozzo, futur mécène de Nicolas Poussin, et le duc de Bracciano. En 1621, ce duc de Bracciano, Paolo Giordano II Orsini, envoya Vouet à Gênes faire le portrait de la jeune princesse de Piombino, Isabella Piani, en vue d'un mariage, avec le duc. Vouet dut également peindre pour la grande famille génoise, la famille Doria. On doit à ce séjour génois de Vouet le superbe portrait de Giancarlo Doria qui est conservé au Louvre. C'est un tableau impressionnant, vous le voyez, avec un visage monumental qui paraît jaillir hors de la toile. Vouet y démontre à quel point il maîtrise l'art du portrait. On
peut admirer la finesse psychologique qui se dévoile dans l'expression anxieuse du regard et dans de légers plis des rides sur le front, voyez, de Giancarlo. C'est peut-être le premier très grand chef-d'œuvre de Vouet, 1621. Et après ce séjour génois, Vouet revient à Rome auréolé d'un prestige nouveau, qui va bientôt l'imposer au tout premier rang des peintres. D'autant qu'en août 1623, Maffeo Barberini est élu pape sous le nom d'Urbain VIII. Rappelons que Cassiano dal Pozzo était le secrétaire du neveu du pape Francesco Barberini. Donc Simon Vouet va obtenir de faire le portrait du pape, un portrait hélas perdu lui aussi, mais connu grâce à une gravure de Claude Mellan. Les commandes s'enchaînent alors pour Vouet. Le décor de la chapelle alla Leone à San Lorenzo in Lucina. L'église où Nicolas Poussin sera inhumé. Vous voyez, un parcours croisé, Poussin-Vouet. D'ailleurs, quand Poussin arrive à Rome en 1624, Vouet est déjà un peintre très renommé. Il y a donc alors une infériorité à ce moment-là de Poussin à Vouet qui va s'inverser quelques années plus tard, on va le voir. Puis, Simon Vouet obtient une commande extrêmement prestigieuse, une commande pour la basilique Saint-Pierre, l'autel du cœur des chanoines. Vouet devait peindre un Saint-Pierre guérissant les malades de son ombre, connu par un modello qui est conservé au musée des Offices à Florence, qui n'a jamais été exécuté car finalement Vouet dut peindre une fresque sur le thème des mystères de la Passion pour accompagner la Pietà de Michel-Ange. Vous voyez, une relation forte avec un chef-d'œuvre absolu. Cette fresque, hélas, est détruite aujourd'hui, mais il subsiste un bozzetto en collection particulière et 4 fragments du modello, dont 2 sont conservés au musée de Besançon, celui de droite acquis tout récemment. Vouet est déjà un très grand maître à ce moment-là, peignant dans le style caravagesque, en rivalité avec un Valentin de Boulogne. La comparaison de leurs diseuses de bonne aventure montre à quel point ces deux artistes, Vouet et Valentin, ont été proches. Un autre chef-d'œuvre dans cette même veine caravagesque est le Saint-Jérôme qui est conservé à Washington. Superbe. En 1624, grâce au soutien des Barberini et du cardinal Del Monte, Vouet est élu prince de l'Académie de Saint-Luc. C'est cette académie prestigieuse qui rassemblait les plus talentueux des artistes travaillant à Rome. Vouet est le premier artiste étranger à bénéficier de cet honneur. Vouet demeura prince jusqu'à l'annonce de son départ pour Paris en 1627. Et en effet, cette renommée de Vouet, acquise à Rome, est désormais telle que le roi de France, Louis XIII, l'enjoint décembre 1626 de revenir en France, de revenir à Paris, ce que le peintre accepte. Vouet entrevoit des perspectives prometteuses dans un royaume de France qui s'affirme à ce moment-là en Europe. En 1626, Vouet épouse une belle romaine qui est aussi une grande artiste, Virginia Vezzi. Parmi les derniers tableaux peints à Rome, il y a le portrait de jeune homme en armure qui est aussi au Louvre. Cette œuvre montre une inspiration encore toute caravagesque, vous le voyez, par le clair-obscur, par le cadrage à mi-corps, par l'attitude, le type du visage, avec de beaux morceaux comme cette belle chevelure bouclée, mais le naturalisme est contredit ici par des traits expressifs, peints de pratique, sans recours au modèle, d'une touche enlevée et onctueuse. Donc on voit que Vouet se détache, est en train de se détacher du Caravage, de cette tradition caravagesque. Dans certaines parties, la recherche de l'effet, vous le voyez, prévaut sur le respect du modèle. C'est très apparent dans les habits, dans les mouvements amples et expressifs de la cape, dans le gonflement de la manche. Il y a là l'amorce d'une inflexion baroque qui annonce ce style très libre et dynamique qui va être celui de Vouet au cours des années 1630. Arrivé à Paris, Vouet bénéficie d'une pension de 1000 livres et d'un logement dans les galeries du Louvre, pension qui passera à 1500 livres à partir de 1631. Parmi les premiers chantiers qu'il dirige en France, il faut citer le superbe retable de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Ça, c'est une œuvre exceptionnelle, car c'est le seul grand retable parisien du grand siècle, du XVIIe siècle, qui a été préservé, qui n'a pas été emporté par la fureur du vandalisme révolutionnaire notamment. C'est une merveille. On y constate que Vouet a éclairci sa palette en France,
que les physionomies sont puissantes, et aussi que le retable sépare le terrestre et le divin. Là, on est dans la suite des grands tableaux religieux des Caraches que j'évoquais. Le retable de Saint-Nicolas-des-Champs est d'autant plus précieux que les grands décors les plus renommés de Vouët ont tous été détruits ou démembrés. Là, une sorte de malédiction. Ainsi, la galerie du château de Chilly, qu'on ne connaît aujourd'hui que par des gravures. La galerie du château de Chécy, décor partiellement remonté dans un appartement parisien, c'est très étrange. Et puis, la chapelle, la bibliothèque de l'hôtel Séguier. Vouët va bien sûr travailler pour Richelieu, c'est incontournable. Il va décorer notamment la galerie des hommes illustres du palais cardinal, aujourd'hui palais royal, en rivalité avec Philippe de Champaigne. La comparaison classique, c'est celle entre Gaucher de Châtillon, de Vouët au Louvre, et le Gaston de Foix de Champaigne, Philippe de Champaigne, qui est à Versailles. On peut préférer la figure de Vouët, qui est plus puissante, plus monumentale. C'est un bel exemple du fa presto de Vouët, de cette belle touche virtuose. Ce fa presto est particulièrement apparent, regardez, sur la manche gauche du connétable, construite à traits de pinceau presque abstraits. Tandis que le Gaston de Foix de Champaigne dérive directement d'un saint apparaissant dans la Pala de Castelfranco de Giorgione. Vouët s'imposait ainsi comme le premier peintre à Paris, avec un grand atelier qui diffusait son style et où les jeunes artistes ambitieux, comme Le Sueur, comme Lebrun, venaient se former. Et si Champaigne était le portraitiste de Richelieu, Vouët a peint, regardez ce superbe portrait de Louis XIII qui est au Louvre. Le roi arbore fièrement cette moustache et cette barbiche, vous savez, du temps des mousquetaires. C'est une composition brillante où la figure du roi, revêtue d'une belle armure fleur-de-lysée, regardez les détails, le roi est flanqué des allégories de la France à gauche et de la Navarre à droite. Elles sont reconnaissables au blason qui les accompagne. Ce sont de belles figures féminines, absolument vouettesques, à la peau bien blanche, comme Vouët les aime, aux beaux cheveux, châtain foncé, voyez, qui sont toujours noués avec négligence chez Vouët. Et surtout, le trait absolument vouettesque, c'est ses joues pleines et ses petits nez retroussés, donc ses visages. Au milieu des années 1630, Vouët travaille pour le roi, pour Louis XIII, pour la reine aussi, au château neuf de Saint-Germain. Château hélas disparu, mais on peut admirer au Louvre 3 allégories qui en proviennent. La vertu, qui est ailée, qui est munie d'une lance, qui porte la couronne de laurier. C'est un tableau d'une incroyable sensualité. Il faut admirer cette jambe, regardez, qui sort du drapé, qui est parfaitement modelée. Il faut admirer ces chairs fermes et vivantes, regardez, qui rosissent sur le genou. C'est un véritable tour de force de peintre. Et admirer la grâce avec laquelle la vertu tient sa lance, regardez du bout des doigts, Vouët s'est appliqué à peindre cette main, c'est ce que révèle le repentir sur l'index. Le visage est lui aussi plein de charme, les joues pleines, une expression ingénue et des cheveux foncés, librement répandus avec ces mèches rebelles qu'on a vues et qui donnent un caractère d'amoureuse romantique, je dirais, à cette allégorie si séductrice et si terrestre. On relèvera aussi la beauté des draperies qui sont peintes de pratique avec ce beau contraste du bleu et de l'orange qui est cher à Vouët. La touche est libre et virtuose, fluide et légère, elle rend justice à son talent de peintre. L'autre allégorie permet de mesurer la culture du peintre, sa connaissance approfondie des codes allégoriques les plus subtils. L'œuvre a passé pour une allégorie de la richesse, à cause des trésors, vous le voyez, qui sont brandis par le pouteau à gauche. Mais il s'agit en réalité d'une allégorie du mépris des richesses, vous voyez, exactement le contraire. Alors, pourquoi ? Parce que cette allégorie ne regarde ses bijoux, ses richesses, que pour s'en détourner. Et son geste l'indique, son attitude l'indique. Elle enlace un second pouteau qui désigne, vous le voyez, du doigt le ciel où se trouvent les richesses véritables. Et si l'on prête attention aux détails de la figure, elle pose le pied sur un bloc quadrangulaire. On comprend qu'il s'agit de la foi, d'une allégorie de la foi, car la pierre angulaire est un symbole du Christ et un attribut de la foi dans l'iconologia de Ripa. Tout auprès, l'autre attribut de la foi est visible,
le livre, c'est-à-dire la Bible. La foi incite donc à se tourner vers les biens célestes en s'affranchissant des biens et des plaisirs terrestres, des richesses, le mépris des richesses, richesses figurées par ces bijoux et ces vases précieux. Et on remarque un détail sur le vase, on reconnaît le sujet d'Apollon et Daphné. Pourquoi ? Le pape Urbain VIII avait lui-même donné le sens moral de ce sujet en rédigeant un poème pour accompagner le sublime Apollon et Daphné du Bernin. Ce poème, je vous le cite, « Tout amant qui poursuit les joies d'une beauté fugace se remplit les mains de feuilles ou cueille des fruits amers. » C'est l'amertume du laurier. Ça veut dire que si on poursuit des beautés terrestres, on ne recueillera que de l'amertume. Voyez, et cette science allégorique de Vouet, on la retrouve dans les deux versions d'un sujet dont Vouet paraît être l'inventeur. Le temps malmené par la beauté, par l'amour et par l'espérance. La première version est conservée au Prado, date de 1627, dernière année du séjour italien de Vouet. La scène, vous le voyez, est hédoniste, pleine de joie, de vie, dans ce style de transition entre caravagisme et baroque, où Vouet ne construit plus ses scènes par le clair-obscur, mais par la couleur. La seconde version, conservée à Bourges, musée du Berry, gravée par Dorigny en 1646, donc beaucoup plus tardive, permet d'expliciter la signification du sujet. Oui, le sujet lui tenait à cœur, il l'a traité deux fois. Ouais. D'une part, grâce à la lettre de la gravure de Dorigny, le texte latin précise en effet que le temps a malmené la beauté, a malmené l'amour. Le passage du temps est cruel, jusqu'à les conduire au désespoir. Mais c'est désormais l'heure de la vengeance. Le temps n'est plus bourreau, mais victime. Les renommées, qui sont peintes dans le registre supérieur, donnent la clé de ce retournement. C'est grâce au génie des poètes et des artistes, à leurs œuvres que la renommée porte de siècle en siècle, que l'amour et la beauté sont rendus immortels. C'est les artistes qui rendent l'amour et la beauté leur source d'inspiration immortelle, échappant ainsi à l'emprise du temps, à ses outrages, le temps qui ruine et enlaidit tout, et à son tour malmener ses ailes déplumées, vous le voyez. Et c'est pour l'homme une source de réconfort et d'espérance, d'où cette allégorie. On voit donc que, tout comme Poussin, Vouet est un peintre savant, un peintre lettré, et aussi, on le voit dans cette composition, un peintre poète. Cette sensualité que l'allégorie du mépris des richesses condamne est pourtant omniprésente dans les productions de Vouet des années 1630. L'une des plus belles, de mes préférés, c'est le Lot et ses filles de Strasbourg, qui est daté de 1633. On y trouve les traits majeurs du style de Vouet, donc devenu dominant à Paris, une composition pleine de vie et de mouvement, avec des figures, vous le voyez, en déséquilibre. Un coloris qui est chaud, où l'orange prédomine, qui évoque cette palette de Lanfranco en Italie, et puis cette sensualité, évidemment, sensualité exacerbée, servie par cette touche libre et virtuose de Vouet. Le séjour de Poussin à Paris entre 1640 et 1642 va cependant représenter un défi majeur pour Vouet. Poussin est nommé premier peintre, officiellement honneur que Vouet n'a jamais obtenu. Et Poussin, en tant que premier peintre, bénéficie d'une pension royale de 3000 livres. C'est le double de ce que perçoit Vouet. Donc, la prééminence de Vouet est remise en cause, ce que résume la phrase qu'a prononcée Louis XIII à l'arrivée de Poussin, « Voilà Vouet bien attrapé ». C'est difficile, évidemment. Et pour le maître-autel du noviciat des Jésuites, le tableau commandé à Poussin, Les miracles de saint François-Xavier, aujourd'hui au Louvre, occupe le milieu. Il est flanqué des tableaux de Vouet et de Stella. La Vierge prenant sous sa protection la compagnie de Jésus de Vouet, hélas disparu, tableau disparu, mais connu par la très belle gravure de Michel Dorigny, et le Christ retrouvé au temple de Stella, qui est aujourd'hui conservé à la collégiale des Andely, la ville de naissance de Poussin. On voit que Poussin et Stella peignent dans un style frontal, construit, classique, conforme à ce classicisme Richelieu, vous voyez, qui s'impose en France en dépit de Vouet dans les dernières années du gouvernement du grand cardinal. Style qui se prolongera en s'affinant dans l'atticisme. La composition de Vouet est plus sobre, plus contenue qu'à l'ordinaire.
elle est partagée en deux grands groupes de personnages. Le groupe céleste, au registre supérieur, et surtout le groupe des jésuites, voyez, en bas, plus compact, délimité par cette forte ligne horizontale. Mais on sent tout de même, dans ce groupe, un mouvement en puissance, un mouvement réprimé qui ne demande qu'à se donner libre cours. Alors, pour fragiliser Poussin, la cabale s'organise autour de Vouet, qui qualifie par exemple le Dieu le Père peint par Poussin dans le Saint François Xavier qu'on a vu de Jupiter tonnant. C'est pas un dieu, le Père, c'est un Jupiter. Et Vouet aussi s'empresse auprès des jésuites, dont il est proche, peignant l'impressionnant maître-autel de l'église Professe Saint-Louis, aujourd'hui Saint-Paul-Saint-Louis, tableau qui est le point fort de la salle Vouet au Louvre. Regardez, on voit que Vouet renonce à toute retenue classique pour donner le plus bel exemple de ce baroque français, ce baroque vouettesque qu'il a créé lui-même. Eh bien, la composition s'inscrit en profondeur, voyez, une sorte de pyramide. Le mouvement emporte littéralement le regard suivant cette colonnade incurvée à l'arrière-plan. Le mouvement, eh bien, suit aussi les obliques, celle qui relie les personnages principaux, et celle opposée qui part du premier plan à gauche et qui s'étage en profondeur selon le principe d'interposition des personnages placés, vous le voyez, les uns derrière les autres. La disproportion de l'architecture monumentalise la scène. Le coloris est chaud, avec quelques drapés bleus et froids parsemés dans le tableau. Il faut encore prêter attention à ses mains aux doigts souples, effilés, exagérément longs. C'est un détail gracieux et morélien qui permet de reconnaître un Vouet presque à coup sûr. Avec la régence d'Anne d'Autriche, l'atticisme devient le courant pictural dominant à Paris, mettant fin à cette hégémonie de Vouet qui aura duré 15 ans. Vouet ne reste pas insensible à ce tournant classique et on décèle dans son art une évolution vers des formes plus rondes, plus denses, mieux définies. Ainsi dans la charmante Vierge au rameau de chêne. Le groupe est sculptural, vous le voyez, comme si Vouet se souvenait soudain des antiques qu'il a admirés à Rome. Le visage de la Vierge en particulier a la beauté de l'antique, tandis que le petit Jésus, aux cheveux en bataille et poupin, potelé, vouettesque à souhait, je dirais. Le mouvement, vous le voyez, est presque arrêté. Il ne subsiste que résiduellement dans le drapé bleu sur les épaules de la Vierge. Le coloris s'équilibre entre les tonalités chaudes et froides. Mais Vouet n'a flirté avec l'atticisme que sporadiquement. Son génie y était réfractaire. Et surtout, Vouet était de plus en plus contesté dans ces toutes dernières années. Il meurt en 1649. Les meilleurs artistes parisiens ainsi ne l'associent pas lorsqu'il fonde l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1648. Vouet prend donc le parti antagoniste de la maîtrise. Il a même été élu prince de l'Académie éphémère que les maîtres peintres ont créée pour l'opposer à l'Académie royale. C'est une sorte d'ironie du sort de terminer prince, une sorte de pseudo-académie, après avoir été le tout premier prince étranger, en tout cas français, de la prestigieuse Académie de Saint-Luc à Rome. Et pourtant, Vouet a toujours été très conscient de son génie, très soucieux de sa gloire et très désireux de la promouvoir. Il a fait ainsi graver un grand nombre de ses plus belles compositions, ceci dès la période romaine, en collaborant avec Claude Mellan, puis lors de la période française, grâce notamment à son gendre, d'Origny, ou bien d'autres artistes. D'Origny perpétue cette manière baroque de Vouet jusque dans les années 1650 et 1660. Les allégories que d'Origny a peint pour Vincennes, par exemple, qui sont peintes au début des années 1660, sont les sœurs jumelles, vous le voyez, de celles brossées par Vouet 30 ans plus tôt pour Saint-Germain. Enfin, il faut souligner l'importance des dessins de Vouet. Vouet est un très grand dessinateur, aussi virtuose dans le domaine du dessin que dans le domaine de la peinture. Vouet, je l'ai dit, va bénéficier d'une rétrospective prochaine, à l'automne l'année prochaine, à San Francisco, et l'exposition viendra ensuite, au printemps 2028, à Paris, au Petit Palais. Il ne faudra évidemment surtout pas la manquer. Et il faut, d'ici là,
vous précipiter dans la salle Vouet, donc salle 828, L. Richelieu, 2e étage au Louvre, pour admirer une dernière fois les chefs-d'œuvre de Vouet avant qu'ils partent, car vous imaginez que les expositions Vouet, San Francisco, Petit Palais vont vider la salle Vouet. Alors on va là l'orner d'autres tableaux sortis des réserves, dont je vous laisse la surprise. Et je dois ajouter qu'il y aura aussi une passionnante exposition consacrée à l'atelier de Vouet qui sera présentée au musée de Rennes et au musée de Draguignan. C'est très important l'atelier de Vouet car ce principe de collaboration était omniprésent sur tous ces chantiers, comme ce sera plus tard le cas pour Charles Lebrun. De sorte qu'il est aujourd'hui très difficile de distinguer les peintures qui sont entièrement de la main de Vouet et celles qui sont exécutées en partie par ses assistants ou entièrement par ses collaborateurs qui savaient imiter la manière de Vouet à la perfection. Michel d'Origny, par exemple, je l'ai cité plusieurs reprises, Michel d'Origny, auquel Damien Télas a consacré un superbe catalogue raisonné qui a été publié aux éditions Artena. C'est une lecture passionnante pour patienter en attendant que paraissent les catalogues des expositions Vouet, donc San Francisco, Petit Palais et aussi, évidemment, Draguignan et Rennes. Alors, en attendant aussi les 2 monographies qui sont annoncées sur l'œuvre de Vouet, des monographies, des catalogues raisonnés, celui de Dominique Jacot, que l'on attend. Dominique Jacot avait été co-commissaire de la très belle exposition consacrée aux années italiennes de Vouet à Nantes en 2008. Et le catalogue raisonné d'Alain Méraud et d'Arnaud Brejon de Lavernière, dont on sait qu'un premier volume consacré à la période italienne va paraître très vite dès l'automne de cette année. Donc vous voyez que Vouet va vraiment faire l'actualité dans les 2 prochaines années, et c'est tant mieux, car il est bien temps de redécouvrir ce génie de la peinture française du grand siècle. Dernière chose, un hommage aux organisateurs de la grande exposition, la dernière grande exposition Vouet. Le catalogue est derrière moi. C'est l'exposition, vous le voyez, de 1990-1991 au Grand Palais. Et donc les organisateurs, c'est les commissaires de l'exposition, c'est Jacques Tuillier, le grand Jacques Tuillier pour les peintures, Barbara Brejon de Lavernière pour les dessins et Denis Laval pour les tapisseries. Voilà. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.